Bonjour et bienvenue pour cette seconde émission parlementaire à l'occasion de ces séances budgétaires. Sans plus tarder, retrouvons le président de la Commission des finances, Balthazar Sidou. Bonjour Balthazar Sidou. Bonjour Madame Thomel. Après cette première soirée, dans quel état d'esprit avez-vous abordé le rapport de la Commission des finances? Après presque 2 ans de mandat, le gouvernement semble avoir compris que nous ne serons jamais ni une chambre d'enregistrement, ni non plus une chambre d'opposition, mais bien un partenaire incontournable, loyal et indépendant. Il semble également avoir intégré que le président Stéphane Valéry conduit avec toute son implication et toute son expérience une majorité qui recherche constamment des relations constructives entre les deux institutions. Le but, c'est de trouver pour Monaco les solutions les plus équilibrées et les plus raisonnables. Donc, nous sommes bien sûr dans l'état d'esprit qui est celui d'un partenaire institutionnel constructif, mais dans l'attente de réponses claires et d'annonces de mesures concrètes lors de ces débats budgétaires. La gestion des chantiers publics va une nouvelle fois encore être évoquée dans l'hémicycle. Tout à fait. Nous avons demandé davantage de moyens dédiés à ces questions, et avec notamment un nouvel organigramme qui doit être plus performant de la direction des travaux publics. Mais il faut aussi que la notion du moins-disant soit remplacée par celle du mieux-disant. Il faut également que l'attribution des marchés soit réservée aux entreprises qui ont les structures et les ressources humaines suffisantes et avérées pour les mener à leur terme, sans surcoût, sans retard et dans des conditions optimales. Et enfin, je dirais qu'il faut un meilleur contrôle de la sous-traitance qui doit être limité. Et n'oublions pas que nous souhaitons aussi que les contrôles de toute nature soient plus efficaces sur les chantiers. À titre personnel, qu'attendez-vous de la poursuite de ces séances publiques budgétaires? Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à l'avenir à éliminer certaines pertes de temps et surtout certaines tensions inutiles. Pour cela, nous demandons plus de concertation en amont avec le gouvernement princier, comme il vient de le pratiquer, par exemple, pour les modalités de mise en œuvre des 140 logements de l'opération Grand Ida. J'aborde donc ce budget primitif dans le cadre de relations plus apaisées, mais attention, nous attendons la confirmation en séance publique et surtout l'application concrète de mesures fortes et visibles qui seront immédiatement perceptibles par la population. En fait, ce que j'attends avant tout, c'est de l'efficacité. Sans oublier, sur un plan plus technique, il va nous falloir également des garanties sur la préservation à long terme du régime de retraite des fonctionnaires. Et enfin, des mesures contre l'utilisation du Fonds de réserve constitutionnel, le FRC. En effet, il est utilisé aujourd'hui comme un budget bis, car le FRC doit demeurer le bas de laine qui protège notre pays d'éventuelles crises financières futures. Merci Balthazar Sidou. Merci Madame Thomel. Je vous propose à présent d'entendre Christophe Robineau et Marc Moux. Chers compatriotes, avec la majorité Primo, nous sommes à l'écoute des fonctionnaires monégasques. 2 questions majeures nous occupent depuis le début de cette législature. La préservation du régime de retraite des fonctionnaires et le vote de la loi portant statut des fonctionnaires. Sur le premier point, il n'est pas question de revenir sur les acquis et les conditions de départ à la retraite. Justement, pour sécuriser le régime de retraite, il faut aboutir à la création d'une caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Celle-ci pourrait dès maintenant servir les retraites des fonctionnaires remboursées par le budget d'État jusqu'à ce que les fonds propres de la caisse, alimentés par le canton du Fonds de réserve constitutionnel et les excédents des années à venir, permettent son autonomie financière. Sur le deuxième point, nous avons engagé en amendant le projet de loi 895 un important travail visant à mieux encadrer le temps de travail des fonctionnaires, permettant ainsi de valoriser les heures supplémentaires, définir les modalités d'astreinte et favoriser la mobilité. Dès la semaine prochaine, nous rencontrons les représentants du gouvernement pour discuter des amendements proposés et expliquer la position des élus du Conseil national. En tant que président de la CISAD et avec la majorité,
nous restons attachés à la préservation du modèle social monégasque, lequel, bien sûr, inclut les fonctionnaires monégasques. Non seulement nous défendrons les acquis actuels, et au travers des amendements proposés, nous entendons bien améliorer encore les conditions de travail et l'évolution de carrière de nos compatriotes au service de l'État monégasque. Une des clés de ce budget primitif 2020 sera l'aide apportée aux associations sportives de la Principauté. Dans ce cadre, les représentants du Conseil national ont fait un gros travail pour renforcer la transparence et l'équité des associations et des subventions qui leur sont apportées. C'est pourquoi l'aide de l'État doit être augmentée de manière significative pour aider à mener à bien leur mission 70 associations et plus de 16 000 pratiquants à Monaco. Le Conseil national sera donc ainsi très vigilant à l'aide apportée aux associations sportives de la Principauté et fera de ce point sportif une des clés du budget primitif 2020. Accompagné d'une délégation monégasque, le président du Conseil national, Stéphane Valéry, s'est déplacé à la fin du mois de novembre à Chypre pour participer à la conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Nous avons assisté à cet événement. Reportage. Une conférence qui a donc été l'occasion de développer des liens de solidarité, de partager les expériences et d'avancer dans une direction commune. À l'ordre du jour, plusieurs grandes thématiques, les avantages et les formes de coopération de région à région, la coopération des petits États d'Europe dans le domaine des maladies rares ou encore dans celle de l'ère digitale. Et c'est dans ce domaine que Stéphane Valéry est intervenu. Dans son discours, le président du Conseil national a rappelé les enjeux du domaine numérique pour la Principauté. J'ai présenté à mes collègues la volonté du prince Albert II avec Extended Monaco, la création donc d'un délégué interministériel en principauté au numérique, le doublement des budgets l'année prochaine avec 50 millions d'euros consacrés à faciliter les relations des administrés avec l'administration à travers les procédures numériques ou à développer les infrastructures avec la fibre optique ou aussi bien sûr l'économie, car nous avons de grandes ambitions avec le gouvernement princier pour développer l'économie à travers le numérique. Cette conférence était également l'occasion de présenter la Principauté de Monaco comme pays hôte en 2021. Oui, je suis très heureux que nos collègues aient choisi Monaco pour accueillir la conférence. Ça sera la 15e en 2021. Nous inviterons toutes les chambres de commerce des 8 autres petits États et de nombreux chefs d'entreprise qui ont envie de développer des relations avec les entreprises des autres petits pays. Nous y ajouterons aussi les offices de tourisme, car je pense qu'il y a de très gros potentiels de tourisme dans plusieurs autres petits États. Et je voudrais que les Monégasques et les résidents découvrent mieux le Monténégro, Chypre, Malte ou l'Islande par exemple, et que nous puissions aussi dans les années suivantes profiter de ces conférences pour attirer de nombreux amis de ces petits États en principauté. Une conférence qui a ainsi été l'occasion pour le président du Conseil national de rencontrer ses homologues et de s'entretenir avec plusieurs d'entre eux dans le cadre de réunions bilatérales, comme avec le président du Monténégro qui accueillera l'an prochain la 14e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Lors de cette conférence, José Badia est également intervenu pour évoquer la coexistence harmonieuse qui réside entre les Monégasques, les enfants du pays et les résidents étrangers. Il a présenté le développement en principauté du télétravail en coopération avec son voisin français. Brigitte Bocon-Pagès, quant à elle, a évoqué la coopération de Monaco pour soigner les maladies rares en lien avec les grands hôpitaux français. Et si l'an prochain, le Monténégro sera le pays hôte de cette conférence, Monaco accueillera cet événement en 2021. Retrouvez à présent votre rubrique consacrée aux tribunes libres avec Marine Grézoul et Jean-Louis Granda. Chers compatriotes, vous le savez, la préservation de notre qualité de vie est l'affaire de tous. Au Conseil national, la majorité primo a pris le problème à bras-le-corps depuis de nombreux mois. Et pour être encore plus efficace, et pour la première fois dans l'histoire de notre Assemblée, nous avons pris la décision de vous donner la parole sur ce sujet à travers une grande consultation organisée avec le concours de l'Institut indépendant BVA. Vous avez été très nombreux à y répondre. Près de 3000 monégasques destinataires ont rempli et renvoyé ce questionnaire. C'est un taux de participation absolument exceptionnel.
Ce chiffre témoigne de votre attachement à la vie de votre pays et aux actions que le gouvernement va devoir mettre en œuvre avec le soutien du Conseil national et notre majorité. Plus qu'un attachement, ce taux de participation impressionnant marque votre engagement pour l'avenir de notre pays sur cette question qui nous concerne tous. Alors merci, merci pour vos messages, vos encouragements, vos idées. Tout a été analysé et tout sera pris en compte dans nos discussions avec le gouvernement dans les jours et les semaines qui viennent. Chantier, bruit, circulation, transport et pollution, il y a encore tant à faire et notre partenaire institutionnel l'a déjà bien compris. Il s'agit maintenant de passer de la prise de conscience aux actes visibles et ressentis sur le terrain. C'est déjà tout l'enjeu des prochains jours avant de nous avancer vers les fêtes de fin d'année. À ce sujet, toute la majorité Primo et le président Stéphane Valéry se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Mes chers compatriotes, j'ai été avec mes collègues Union monégasque durant la précédente législature du Conseil national à l'initiative de la proposition de loi relative au pacte de vie commune votée en octobre 2016. Sans interférer nullement avec l'institution du mariage, ce texte proposait donc de matérialiser juridiquement un lien social existant et réel, sans ignorer les couples de même sexe. Le gouvernement a déposé en juin 2018 au Conseil national un projet de loi relatif au contrat de vie commune, CVC, issu de la proposition de loi Union monégasque, incluant les personnes qui vivent en union libre, mais également les membres d'une même famille. Les élus du Conseil national, toutes tendances confondues, ont décidé de revenir au principe fondamental et initial de proposer exclusivement des droits aux couples qui vivent en union libre. Certaines interventions dans le débat public ont estimé, à tort, que le CVC défendu par les élus remettait en cause le droit monégasque du mariage et de la famille. Le débat semble enfin apaisé et après plusieurs reports, nous devrions enfin voter la loi sur le contrat de vie commune qui va reconnaître légalement une réalité sociale vécue par de nombreuses personnes en principauté. La session du mois de décembre verra également l'examen du budget primitif pour l'année 2020. J'ai eu l'occasion, durant les séances du Conseil national au mois d'octobre, d'interroger le gouvernement sur les raisons qui l'ont motivé à tenter de dissimuler un déficit de 100 millions d'euros dans le budget rectificatif 2019 via un rachat massif d'actions de SBM par le Fonds de réserve constitutionnel. Quelle est donc la différence aujourd'hui entre le budget de l'État et le FRC? Plus je cherche et moins j'en vois, tant la pratique a dévoyé la règle. Je l'ai dit et je le répète, le FRC doit être le bas de laine des monégasques, c'est-à-dire l'argent gardé exclusivement pour les temps difficiles. Or, le FRC n'est même plus un budget bis, comme j'ai pu le définir jusqu'à maintenant. Il est carrément devenu une facilité de caisse. C'est inacceptable. Il est grand temps aujourd'hui de retrouver une rigueur budgétaire et une sincérité dans nos comptes publics, sans lesquels la confiance même des investisseurs et des grandes institutions financières internationales nous fera défaut. Je vous remercie. Elle s'appelle Stella Almondo. Retenez bien son nom car elle se promet à un grand avenir. Cette jeune pianiste âgée de seulement 13 ans a joué jeudi soir devant un public conquis dans le grand hémicycle du Conseil national. Nous l'avons rencontrée quelques heures avant son récital. J'ai toujours été passionnée par le piano, je dirais. Dès que je suis née en fait. Quand j'étais petite, j'avais un petit jouet que ma mère m'avait acheté et je reproduisais les musiques Disney dessus. Et c'est là où mes parents se sont dit peut-être faudrait l'inscrire à des cours de piano. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre des cours. Et alors pour jouer aussi bien, je suppose que ça demande quand même beaucoup de travail. Ah oui, c'est 10% d'inspiration et 90% de travail bien sûr. Moi, je travaille beaucoup. Je travaille au Conservatoire de Nice dans la classe d'Amédée Briguen. J'y vais 3 fois par semaine. Après, j'ai un piano à la maison, donc je travaille beaucoup aussi. Je dirais que je travaille environ 25 heures par semaine, on va dire. Enfin, ça dépend, je ne compte pas du tout les heures. Je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je suis très très fière de jouer à Monaco, dans mon pays. Je suis monégasque. Donc c'est vraiment que du bonheur, de l'amour, du partage. Est-ce que c'est impressionnant ?
Ouais, bah surtout là, il y a les télés et tout. Du coup, oui, c'est très impressionnant et tout, mais c'est du bonheur, vraiment. La sonatine de Ravel, la fantaisie impromptue de Valls ou encore un prélude et 2 impromptus de Chopin, un tango de Piazzolla, la musique de Stella Almondo a résonné dans tout le Parlement monégasque. Chers compatriotes, chers résidents, nous sommes au cœur des débats budgétaires de fin d'année entre le gouvernement princier et le Conseil national, moment important pour Monaco. Depuis 2 ans, de nombreuses décisions ont été prises, de nombreuses lois ont été votées, dont certaines concernent votre vie quotidienne et toujours dans le respect de nos institutions. Près de 700 logements domaniaux sont en cours de construction pour mettre un terme à la pénurie, afin que chaque foyer monégasque dont la situation le justifie puisse être bien logé dans son pays. Et puis, vous le savez, au cœur de nos échanges avec le gouvernement princier se trouvent désormais les questions qui sont relatives à la préservation de notre qualité de vie. Gouvernement et Conseil national partagent les mêmes objectifs. Nous avons en commun la recherche de l'intérêt général de Monaco, la volonté d'améliorer le bien-être des Monégasques et des résidents. C'est pourquoi, pour que Monaco aussi demeure toujours pour nous tous, Monégasques et résidents, le plus beau pays du monde, je souhaite, entre le gouvernement princier et le Conseil national, des relations de plus en plus constructives, de plus en plus apaisées. C'est la dernière émission parlementaire avant la fin de l'année. C'est pourquoi je veux, chers compatriotes, chers résidents, à toutes et à tous, vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année, tous unis derrière notre prince souverain. A se revede.